Tout fraîchement intronisé depuis environ une heure, président de l'Union rationaliste, j'avoue être un peu impressionné par ma toute première mission, qui est d'introduire ce colloque, dont le thème essentiel et fascinant est néanmoins très loin de ma spécialité académique. Je suis en effet cosmologue, et le plus souvent, le millier de milliards d'étoiles de notre galaxie et leur cortège de planètes n'est, comme les autres galaxies de l'univers, qu'un point dont j'étudie la répartition à grande échelle. C'est dire mon éloignement et mon incompétence sur ce sujet. Ma seule réflexion donc est qu'en dépit des milliers de planètes extrasolaires que nous connaissons aujourd'hui, nous sommes encore loin de savoir si la vie existe ailleurs, ou même si elle est commune. Quoi qu'il en soit, nous n'irons pas dans un futur concevable vers une autre étoile, pour des questions de temps de parcours, et nous n'avons pas de plan B. Nous n'avons, faute de disparaître, pas d'autre choix que de maintenir l'habilité de notre planète, de maintenir son habitabilité, alors que nous commençons tout juste à démêler l'écheveau du vivant dont nous dépendons pour notre survie. À l'heure d'une nouvelle extinction de masse, et il n'est pas clair que l'explosion par exemple comme la post-cambrien, nous faisions partie des nouveaux élus. Bref, l'heure est grave, et je remercie nos collègues de l'Union qui ont organisé ce colloque pour nous aider à saisir les enjeux et surtout nous préparer à mieux lutter contre l'indifférence coupable que nous constatons. Voilà, donc je pense qu'en fait, l'idée, c'est quand même de nous armer pour un combat nécessaire. Donc sans plus tarder, j'avais promis d'être bref, écoutons Florian Jabour et Quentin Wackenheim, j'espère que je n'ai pas trop accroché le nom, nous présenter donc les dimensions scientifiques, historiques et sensibles de la biodiversité. Voilà, je vous remercie. Pour remercier notre président nouvellement élu pour nous avoir fait gagner du temps sur sur l'horaire. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous néanmoins pour le colloque. Avant ça, je voudrais vous dire un petit mot de la part de Frédéric Worms, le directeur de l'école normale ici, qui m'a envoyé un message hier soir pour me dire je suis désolé, d'habitude il ouvre, il aime bien ouvrir les colloques, on lui a demandé, mais il a dit malheureusement, il est très ami de l'Union rationaliste. Malheureusement, je suis pas à Paris ce week-end, mais je vous souhaite un très bon colloque. Donc, je vous transmets son message, hein, voilà. Puisqu'on est quand même dans ces locaux, il nous a quand même donné gratuitement la salle, voilà, que je lui avais demandé aimablement. Alors, je me présente, vous ne me connaissez peut-être pas tous, je suis Michel Leduc, je suis une physicienne. Je travaille au laboratoire Caster-Bruxelles dans les locaux de cette école. Voilà. Et donc, je suis par ailleurs dans le bureau de l'Union rationaliste et co-rédactrice en chef de la revue Raison présente. Et je dis à ceux qui sont là et ceux qui m'entendent, mais qui ne sont pas là, c'est dommage, qu'il y a des revues des numéros de Raison présente que vous pouvez acheter pour les derniers numéros à un prix réduit et que les plus anciens, on les donne. Donc, vous pouvez, pendant le repas, en prendre quelques-uns, puisqu'ils seront mieux chez vous, dans vos bibliothèques, que dans nos étagères. Voilà. Donc, j'ai le plaisir de présenter maintenant, je vais modérer l'exposé que vous allez entendre, va vous parler de la biodiversité d'un point de vue vraiment scientifique, hein. J'ai compris en discutant avec nos deux invités pour me mettre au courant de ce qu'ils allaient dire, que en fait, ils vont nous expliquer, mais non, je ne vais pas faire leur exposé avant eux, mais euh, que c'est quand même la Bordel, j'entends biodiversité, rien. il faut savoir de quoi on parle quand on s'apprête à la défendre si on sent qu'elle est en danger, hein. Ils sont Et là, j'ai ils compris que causent. c'était une Ils notion n'hésitent pas. Ils n'entendent pas. très difficile à modéliser, en tout cas pas Ok. facile, et c'est leur travail. Et qu'elle représentait un Si, si. équilibre dynamique, hein. Il y a des espèces qui se créent, il y a d'autres qui disparaissent, et c'est dynamique, et il y a une grande variabilité dans le temps et dans l'espace. Donc ils vont nous parler de ça.
et ils vont bien nous convaincre. Je crois qu'il y a une nécessité de bien comprendre, de bien savoir, de bien assimiler les connaissances scientifiques avant éventuellement une étape plus militante dont on entendra parler, je crois, cet après-midi. Mais ils vont faire leur exposé pour nous aider à développer l'esprit critique sur ce sujet. Voilà. Alors, un petit mot pour présenter les deux orateurs. Vous avez Florian Jabour. Donc, ils sont tous les deux dans des laboratoires qui dépendent du Muséum national d'histoire naturelle, hein, qui est au Jardin des Plantes, mais je ne sais pas où si leur labo est là. Ils sont tous les deux donc sous cette même tutelle et ils nous ont été bien recommandés par nos amis du muséum. Voilà. Alors, donc, Florian Jabour, j'ai compris que vous aviez fait vous avez fait l'école l'agro, hein, oui, voilà, des classes prépa l'agro, et que maintenant vous êtes professeur hein, au muséum, et votre laboratoire s'appelle Institut de systématique, évolution et biodiversité. Voilà. Vous en quelques mots-clés, on peut dire que vous travaillez sur la botanique, sur la morphologie, sur l'évolution, sur la morpho-anatomie. Tout ça, pour moi, ce sont des mots qui ne sont pas toujours très parlants, mais enfin, votre exposé va nous l'exposer. Et vous-même, vous êtes, je crois, un grand spécialiste des plantes. Et même si je crois bien voir des fleurs, hein, non? Alors donc, je pense que ça va être très joli. Voilà. Et vous avez donc d'autres responsabilités. Vous êtes membre du conseil d'administration du muséum, donc membre permanent. Et vous êtes non seulement un enseignant, mais vous êtes aussi responsable des collections hein, de paléo-botanique. Oui, voilà. Bon, je ne vais pas parler trop longtemps. Et ensuite, on aura, mais pas ensuite, mais en même temps, puisqu'ils vont faire un duo, si j'ai bien compris, nous aurons Quentin Wackenheim, qui est maître de conférence, euh, toujours au muséum, mais dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche en paléontologie. Donc, vous êtes aussi chargé de collection et chargé d'enseignement, comme votre collègue. Donc, vous faites dans le domaine du paléo-environnement, de la paléobiologie, et il y a beaucoup de choses que vous pouvez ajouter à votre spécialité, mais j'ai compris que vous étiez un grand spécialiste des mollusques, hein, continentaux, c'est-à-dire terrestres et dans les eaux dures, voilà, les eaux douces. euh, Méditerranéens à partir des assemblages de mollusques. Voilà. Vous reconstruisez l'environnement, les environnements holocènes. Voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc, je sais que vous avez un magnifique PowerPoint très illustré. Vous avez donc une heure, mais pas plus, hein, pour nous le présenter en duo, parce qu'après ça, ça sera trop court pour laisser la parole à la salle et puis un petit temps pour le déjeuner. Donc, à vous. Moi, je vais me mettre là pour regarder le PowerPoint. Merci à tous et à tous. Merci Michel pour cette introduction, cette mise en contexte de notre présentation. Donc ça va être effectivement un duo et avec Florian, on travaille à la fois directement et indirectement sur la biodiversité et on s'est demandé dans ce cadre-là comment on pourrait donner un petit peu nos regards croisés sur cette question et montrer que la biodiversité a de nombreuses dimensions. Voilà, c'est un peu l'idée de notre titre. Donc, bon, on a des enseignants, chercheurs, conservateurs, spécialistes notamment des fleurs, euh, voilà, au muséum d'histoire naturelle, au laboratoire Lysiab. Et Quentin est malacologue, il est spécialiste des invertébrés qui ont le corps mou et il est maître de conférence en paléomalacologie. Euh, il, euh, il est expert donc en mollusques continentaux actuels mais aussi fossiles. Il est enseignant et conservateur des collections en paléontologie.
Voilà. Tout à fait. Et ce qui nous relie, bah, c'est notre appartenance à la même vénérable institution. Et vous voyez que dans le sceau du muséum, il y a nos deux modèles d'études avec une coquille et puis des végétaux. Voilà, donc on est représenté dans le sceau, on est content. Il y a quelque chose, là, j'arrive pas à retrouver La première page, le plan d'écran. Alors, pour commencer, on vous a amené un petit manifeste du muséum. Ce sont des petits livrets édités tous les ans au muséum sur un sujet qui fait l'actualité. Et de nombreux collègues contribuent à ces livrets. Donc ça, c'est un livret qui a été publié récemment. C'est un manifeste. Donc déjà dans son nom, il y a un petit côté militant, engagement. Celui-ci s'intitulait Quel futur sans nature? Et il se proposait de décrire les missions de l'histoire naturelle. Et bah, on voit très bien que l'histoire naturelle et la biodiversité sont très liées, foncièrement très liées. Donc, les missions de l'histoire naturelle, il est dit dans ce livre que c'est l'inventaire de la biodiversité, c'est conserver les collections naturalistes, comprendre le monde de façon rationnelle sur le temps long. Mais c'est aussi aider à placer l'homme en nature, finalement, à trouver la place de l'homme, à comprendre cette place, et dans ce contexte de crise de la biodiversité, d'alerter face à notre érosion actuelle, sachant que là, j'ai repris une petite citation donc, du projet scientifique et culturel du muséum, qui nous dit que dans un monde profondément bouleversé, où les choses vont de plus en plus vite, l'histoire naturelle interroge la place de l'homme et son comportement sur la planète. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est avant d'interroger la place de l'homme, il faut déjà comprendre l'écosystème dans lequel il se place et finalement caractériser au plus précis la place. Alors aujourd'hui, nous sommes le 28 juin, mais il y a un peu plus d'un mois, il y avait, vous le savez peut-être ou pas, il y a eu la journée mondiale de la biodiversité. Et ces journées mondiales de la biodiversité, qui sont annuelles, ont aussi leur thème. Et cette année, c'était l'harmonie avec la nature et le développement durable. Euh, donc, ce qu'on va retenir de leur message ici, c'est que bah, cette biodiversité est très en lien avec l'homme, l'humain, ses besoins. Vous voyez dans le premier paragraphe que c'est notre dépendance vis-à-vis des écosystèmes qui est soulignée. Nos médicaments, nos vêtements, notre carburant, notre vie et notre survie, comme le nouveau président de l'Union rationaliste l'a souligné dans son allocution d'introduction. On peut passer, Quentin. Et donc ces journées mondiales de la biodiversité sont organisées par la Convention sur la diversité biologique, qui est un traité qui a été ratifié en 1992 et qui lutte pour la conservation de la diversité biologique, pour l'utilisation durable des composantes de la biodiversité et pour une utilisation juste et équitable des ressources génétiques. Et bah, c'est une convention qui est sous l'égide de l'ONU. Et bah, depuis sa création, cette convention sur la diversité biologique, de nombreuses journées de la biodiversité ont eu lieu. Et les thèmes, vous voyez qu'ils ont évolué au cours du temps. Vous avez le passé tout en bas et le présent tout en haut. Et nous soulignerons uniquement quelques journées. Par exemple, en 2005, la biodiversité, c'est une assurance vie pour nous. Encore une fois, c'est très humain centré, anthropocentré. Ensuite, 2011-2012, les journées ont été centrées sur des modèles biologiques particuliers, les forêts, la biodiversité marine. Et puis enfin, plus récemment, un appel à l'éveil de nos sociétés, avec en 2019 notre biodiversité, notre nourriture, notre santé, encore une fois très anthropocentré. Et en 2021, nous sommes une partie de la solution. Bon, nous sommes une partie du problème, mais nous devons réaliser que nous sommes aussi une partie de la solution. Euh, alors, comme nous l'avons déjà dit dans la diapo précédente, la biodiversité est indispensable à notre vie et à notre survie. Bon, aujourd'hui, il fait très chaud et certains vont en souffrir aujourd'hui, donc c'est
probablement une conséquence des activités humaines ces dernières décennies et siècles, et une conséquence de l'impact de ces activités sur les écosystèmes. Donc la biodiversité assure notre nourriture, la pollinisation des cultures, les insectes sont indispensables pour la pollinisation des cultures. La biodiversité végétale et animale est indispensable pour la formation, la fertilisation et la prévention de l'érosion des sols. Elle est indispensable pour notre santé. Les médicaments sont pour la plupart issus de composés végétaux, synthétisés ou naturels. La biodiversité nous permet de nous vêtir et de nous loger. Une biodiversité saine et équilibrée permet de réguler le climat. Les grands cycles biogéochimiques participent à l'équilibre des climats sur notre planète aujourd'hui, mais au cours des siècles et des millions d'années passées. Et puis, les zones humides sont très importantes aussi pour l'épuration de l'eau et la prévention des crues. Euh, si on gère bien la biodiversité locale, il y aura moins de risques de perturbations et de crues et euh, de problèmes sur sur les habitations, tout simplement. Alors, on passe maintenant. Alors, tout ceci, c'est des éléments ont notamment été explicités et développés donc, dans le rapport d'évaluation Nexus à destination des décideurs politiques pour montrer toutes les interconnexions dans un sens et dans l'autre. C'était juste pour introduire brièvement ça, mais il y aura une présentation cet après-midi sur cette question, donc je n'en dis pas plus et nous verrons cet après-midi. Alors, peut-être passer sur quelques éléments de définition. Qu'est-ce que la biodiversité? Alors, la biodiversité, comme son nom l'indique, tout simplement, c'est la diversité biologique. C'est un concept relativement récent, fin des années 80, qui a été popularisé et démocratisé dans les années 90. Au sommet de la Terre, à Rio de Janeiro en 92, il a été dit que la biodiversité, c'est la variabilité des organismes vivants. Qu'est-ce que le vivant? C'est une autre question. De toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Donc vous devinez déjà un emboîtement des échelles, en tout cas d'organismes. On parle d'échelles infraspécifiques, spécifiques au-delà des espèces. On parle des écosystèmes. Euh, et en parlant de ces espèces qui sont recensées aujourd'hui et à, à partir desquelles on peut mesurer les menaces qui pèsent sur l'environnement et la biodiversité. Alors aujourd'hui, nous connaissons la portion noire qui est figurée sur le diaporama. Donc, si nous considérons que le nombre total des espèces aujourd'hui que nous estimons est de 11 millions, c'est la portion orange, nous en connaissons environ un cinquième des espèces décrites aujourd'hui. Si nous y intégrons la diversité microbienne, alors là, la quantité d'espèces estimées explose et nous n'en connaissons actuellement qu'une part infinitésimale. Donc, il nous reste du travail. Et ce travail de description d'espèces, il est fait par des scientifiques, amateurs ou professionnels, qu'on appelle des taxonomistes, des gens qui décrivent les taxons. Nous sommes, Quentin et moi, des taxonomistes. Nous ne faisons pas que ça, mais ça occupe une part importante de notre travail. Nous sommes experts dans certains groupes de mollusques végétaux. En connaissant notre groupe et en regardant, en explorant de nouvelles contrées ou en explorant nos collections au muséum, nous pouvons détecter ce qui est différent de ce que nous connaissons. Donc, ce sont des potentielles espèces nouvelles. Et nous sommes une espèce en voie d'extinction, nous-mêmes, parce que des scientifiques qui savent décrire les espèces se font de plus en plus rares, en France comme dans le monde dans sa totalité. Alors, sachez qu'il y a environ, dans le monde,
une espèce décrite par demi-heure, tout organisme confondu, de vertébrés à plantes, jusqu'en allant aux vers marins, par exemple. Alors, pour les plantes, il y a environ 2000 espèces de plantes décrites par an. Et en tout, 15 à 20 000 nouvelles espèces, tout organisme confondu. Et ces descriptions sont faites par environ 30 à 40 000 taxonomistes professionnels ou amateurs. Les amateurs ont un rôle très important à jouer dans la description des nouvelles espèces. Alors, si vous vous souvenez des deux disques que je vous ai montrés, orange et bleu, si on se fixe comme objectif la description de cette biodiversité encore méconnue ou inconnue, on en a encore pour plusieurs siècles au rythme actuel de description des espèces. Donc c'est une course contre la montre. Il y a des espèces qui disparaissent avant d'être décrites. Donc il faut travailler pour les décrire, les protéger avant qu'elles disparaissent ou pour lutter contre leur disparition. Et vous avez eu en petite illustration le bandeau que vous voyez là. Ce sont des plantes étudiées par mon doctorant Lantotiana Randriamanana, qui a soutenu sa thèse vendredi dernier au Muséum. Et lui, il étudie un groupe d'arbres. Ils font 30 mètres de haut. Et ce genre d'arbre est très peu connu. Les espèces ne sont pas connues. Et c'est un voisin du café. Les gens à Madagascar consomment les fruits comme du café. Les arbres sont monumentaux, mais on ne sait pas combien il y a d'espèces, comment elles se nomment, quels noms sont synonymes. On ne sait pas bien comment les reconnaître. Donc, il a fait une thèse au muséum là-dessus. Et vous voyez que les fruits sont bleus, c'est superbe dans la nature. Et alors voilà, c'est pas parce qu'un un végétal est grand et très consommé que le groupe est bien connu pour la science. Peut-être l'idée de cette diapositive était de montrer qu'au sein même de chaque groupe taxonomique, il n'y a pas les mêmes diversités. Déjà parce qu'il y a aussi parfois, comme l'a dit Florian, des inégalités entre scientifiques qui vont s'intéresser plutôt à certains groupes ou à d'autres groupes. Puis parce que sur la planète Terre, par exemple, les arthropodes dans le monde animal représentent le phylum le plus diversifié en termes de nombre d'espèces. Pour autant, je vais bien la diapositive suivante. Il y a certains taxons, les mammifères par exemple, les amphibiens, les oiseaux qui sont un petit peu emblématiques, qui représentent pour le public une forme d'un capital sympathique. Il est plus facile de trouver du capital sympathique dans une petite grenouille, dans un oiseau, que dans un ver marin qui vit à 1400 mètres de profondeur. Pour autant, ce ver marin fait aussi partie de la biodiversité. Il a son rôle à jouer dans les chaînes trophiques et il ne faut pas l'oublier pour autant. Et c'est aussi des choses qu'on retrouve, nous, quand on enseigne auprès des étudiants. Bah, il y a toujours des groupes un peu plus stars qui sont un petit peu plus à la mode et donc qui sont plus étudiés. Donc tout ça pour arriver au fait qu'il y a beaucoup de dimensions, beaucoup d'échelles à prendre en compte quand on manie la notion de biodiversité. On l'a dit un petit peu avant, il y a la question d'échelle taxonomique. On va regarder tel ou tel groupe, on ne va pas avoir les mêmes choses, on va avoir des inégalités de connaissances, mais aussi des différences de diversité. On va avoir aussi des questions d'échelle temporelle et spatiale sur lesquelles je vais revenir un petit peu après, parce que finalement, derrière ce concept et cette définition du mot biodiversité, hein, si vous ouvrez différents manuels, différents dictionnaires, différents travaux de la part des sciences humaines et sociales, mais aussi de la part donc, des sciences biologiques, la définition de biodiversité, finalement, on peut en écrire 3 pages si on veut définir correctement ce concept. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tenir en compte ces aspects polymorphes et polysémiques qui sont derrière la notion de biodiversité avant de la manier. Peut-être quelques éléments d'abord sur les échelles. Donc, Florian l'a introduit hein, depuis l'échelle moléculaire, atomique. Donc, cette diversité qui est aussi une diversité génétique, donc au sein même d'un taxon, une diversité génétique qui après peut être intrataxon, qui peut être intertaxon à l'échelle de population. Et puis, on peut remonter jusqu'à des biomes, jusqu'à parler de biodiversité à l'échelle des biomes. Et c'est pour ça qu'il est important de considérer tous ces aspects d'échelle pour la biodiversité. Et il y a aussi la question de l'échelle temporelle. Et là, on va voir le principal problème avec l'échelle temporelle, c'est que nos échelles temporelles sont extrêmement formatées par la vision du monde qu'on a, par nos disciplines et par le regard anthropocentré qu'on peut porter sur le temps.
Or, si on réduit l'histoire de donc c'est un petit peu là, si vous voulez, l'histoire de la vie, l'histoire de la Terre à 12 heures, bah, finalement, on voit déjà qu'on est très peu de choses et qu'en fait, depuis l'apparition des premières traces de vie jusqu'au développement de certains grands groupes taxonomiques, eh bien, il y a eu énormément de choses. Il y a une histoire biologique, il y a une histoire géologique qui doit être prise en compte pour comprendre dans quel état on est actuellement. Et aussi, ça a été évoqué lors de l'allocution introductive, il y a aussi au cours de cette histoire de la Terre différentes grandes crises, des extinctions de masse de la biodiversité, de la paléobiodiversité, qui a notamment été beaucoup étudiée par les paléontologues. Donc, on parle de 5 grandes extinctions que vous voyez donc ici sur la diapositive par les lignes rouges. Et au cours de ces extinctions, il y a tout ou partie de groupes taxonomiques qui ont totalement disparu. Ce qui est aussi important de garder en tête, c'est qu'il y a toute une approche statistique pour caractériser ces extinctions, mais que par la paléontologie, on va avoir seulement une lunette réduite de la biodiversité passée. Donc on imagine que si avec une observation réduite de la biodiversité passée, on voit déjà ces grandes extinctions, ça veut dire qu'elles sont de masse et ça veut dire qu'elles sont majeures. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que il y a encore beaucoup de débats scientifiques pour expliquer les différents facteurs. Ce qui est important aujourd'hui de garder en tête, c'est que c'est souvent des combinaisons de facteurs et que parfois les échelles temporelles de datation des aires géologiques ne sont pas encore suffisamment précises pour voir à quel moment tel facteur intervient avant l'autre. Donc là, bon, c'est tout un sujet, c'est pas forcément l'idée. Et donc, il y a un peu trois. Oui. Donc, je regarde le schéma et je dirais, sauf peut-être pour la dernière période, les extinctions semblent correspondre à des creux ou des bosses des changements de température. Sur la courbe rouge, là, La courbe rouge. celle-ci, la courbe noire. La droite, Oui. température. Il y a il y a des variations atmosphériques globales. Donc évidemment, voilà. Bon, après, c'est un sujet à part. Je ne suis pas spécialiste de toutes ces crises, mais c'est finalement pour donner quelques reculs temporels sur qu'est-ce que c'est qu'une crise d'extinction. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc voilà, 3 critères importants. Donc on retrouve un critère spatial, un critère temporel sur la rapidité et un critère sur une conséquence qui est à travers tous les groupes taxonomiques. Finalement, on retrouve parmi ces critères d'extinction les 3 échelles, enfin les 3 dimensions qu'on évoquait précédemment. Alors, il y a aussi une diversité géographique qui, en fonction aujourd'hui de la disposition du relief, la disposition des climats, de la biodiversité, qui fait que certaines zones peuvent être plus diversifiées que d'autres. Là, c'est le cas donc des zones les plus diversifiées en termes d'espèces qui ont été évaluées par les listes rouges. J'y reviendrai plus tard en Europe. Avec la notion de biodiversité, on parle aussi de points chauds, de hotspots. À l'échelle de la Terre, il y a tout un ensemble de points chauds de biodiversité qui ont été évoqués, que ce soit des points chauds continentaux, mais aussi beaucoup de points chauds marins. Donc, bon, là, c'était juste pour vous présenter voilà, un petit peu un aperçu de ces points chauds. Fait une petite pause technique. Peut-être vous pouvez nous dire pendant la pause, qu'est-ce que vous appelez décrire? Qu'est-ce que ça veut dire, une description? Est-ce que c'est avoir le génome? À quel niveau on s'arrête? À partir de quand une espèce est décrite? Une espèce ou je commence par la Alors, décrire une espèce, c'est réunir une diversité d'arguments pour montrer qu'un taxon est différent de ce qui est connu et on lui donne le rang d'espèce s'il le mérite. Sinon, on lui donne un rang supérieur, genre, famille, ordre, etc., ou inférieur, variété, forme. Et les arguments pour montrer que l'entité biologique qu'on individualise et qu'on nomme différemment des autres, ces arguments peuvent être d'ordre génétique, génomique, cardiologique, géographique, morphologique, anatomique, chromosomique. Et pour que ce soit valide, il faut que cette description soit publiée. Donc,
Ça mérite qu'on le souligne parce qu'il y a plein de noms qui existent et de choses qui sont censées être connues, mais tant que ce n'est pas publié, ce n'est pas reconnu par la communauté scientifique et ça ne peut pas être discuté, invalidé et pris en compte. Donc, par exemple, en botanique, une description d'espèce, vous en avez une ici. Euh, et alors déjà, il faut dresser un contexte de l'existant. Il y a un arbre phylogénétique, un arbre généalogique pour replacer la potentielle espèce nouvelle dans un contexte pour voir si elle est, euh, elle forme une entité indépendante bien séparée du reste. Il y a une description morphologique, une description de l'habitat, de l'inflorescence, des caractères microscopiques. Et tout ça, ça fait une description. Et il y a une clé de détermination pour que les amateurs et les professionnels soient capables d'identifier cette espèce sur le terrain. Donc c'est un travail de longue haleine qui peut nécessiter de 6 mois à 20 ans pour décrire une nouvelle espèce. Et il faut réunir assez d'éléments dans la nature et dans les collections pour pouvoir statuer avec certitude, avec un état des connaissances donné, que, un taxon est nouveau. Quentin? Peut-être pour compléter deux choses, c'est qu'il y a des règles aussi, donc on a des codes de nomenclature, code de nomenclature zoologique, code de nomenclature botanique et les champignons, si je ne dis pas de bêtises, donc qui vont être, c'est comme un code de loi sur quelles sont les règles qu'il faut suivre pour décrire les espèces. Et ensuite, ce qu'il faut aussi bien garder en tête, c'est que vous avez peut-être eu vent que certaines espèces peuvent changer, on fait des synonymes, c'est qu'une espèce n'est valide que jusqu'à preuve de son contraire. Parce que, par exemple, il peut y avoir un jour un taxonomiste qui va décrire l'espèce uniquement sur des caractères morphologiques, et un jour, quelqu'un va retravailler sur un groupe d'espèces, va sortir des arguments moléculaires, génétiques, et montrer que sur la base de la morphologie, toute seule, n'était pas un argument suffisant pour séparer ou pour regrouper différents taxons. Donc, c'est aussi important de garder en tête que tout ça bouge et qu'il y a une question d'antériorité du nom, c'est-à-dire la première personne qui a utilisé un nom, c'est entre guillemets ce nom-là qu'on va réutiliser si on dit que c'est la même chose. Et après, il y a aussi une règle sur la dernière personne qui a parlé dans une publication et qui a fait une révision avec des arguments, c'est elle qui a raison. Donc voilà, ça c'est un petit peu ces éléments. Oui. Oui. Euh, ok. Alors, on va, on va définir les biomes en fait comme des très très grands ensembles. Donc, on est au-delà de l'échelle de l'écosystème. On va dire des très très grands ensembles biogéographiques qui vont regrouper des grandes zones, à la fois un climat et un type de faune. Par exemple, le biome tropical. Biome arctique, etc. Et ensuite, les points chauds de biodiversité, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que dans une zone donnée du globe, on va avoir une très forte diversité intertaxon, donc qui peut être vertébré, invertébré, plantes. Donc voilà, ça c'était aussi, je pense que peut-être d'autres pourront compléter dans la présentation, c'est pour insister sur la nécessité de protéger certains espaces qui sont beaucoup plus sensibles, puisqu'il y a une plus grande part de biodiversité. On fonctionne toujours pareil, avec les mêmes boîtes imbriquées les unes dans les autres. Ce sont des rangs. Nous sommes héritiers de cette approche linéenne. Nous fonctionnons toujours avec la dénomination binomiale instaurée par Linné. Par contre, la grande différence, c'est que Linné avait une approche fixiste de la diversité. Les espèces sont créées par Dieu et elles sont créées de manière parfaite, elles sont immuables. Bon, ça, nous n'avons pas gardé cette vision. Euh, Nous avons gardé son cadre et la dénomination binomiale. Par contre, nous fonctionnons avec la théorie de l'évolution et les espèces qui sont des points sur une ligne qui évolue sans cesse.
Bien sûr, c'est ce qui fait la beauté de nos études, c'est que on essaye de capturer une diversité à un instant, tout en sachant qu'elle est le résultat d'une évolution et qu'elle va évoluer. Mais il faut bien faire quelque chose pour connaître ce qui nous entoure. Voilà. Alors, on a parlé, Quentin vous a parlé de la diversité géographique, des échelles spatiales qui sont importantes dans la prise en compte de la biodiversité. Bon, on voulait faire aussi un point sur tout ce qui existait en France pour faciliter l'étude de la biodiversité en termes de recherche scientifique, d'outils pour la gestion des données de la recherche scientifique et des différentes plateformes et organisations qui permettent le dialogue entre scientifiques et décideurs. Donc vous avez ici une sélection d'instituts, d'offices, de fondations qui permettent d'étudier la biodiversité. Euh, je soulignerai que le ministère actuel de l'Environnement s'appelle Ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Et ça date de décembre 2024. Donc, moi, je ne sais jamais comment s'appelle un de mes deux ministères de tutelle. Donc, au Muséum, nous avons deux ministères de tutelle, l'enseignement supérieur et la recherche et l'environnement. Mais dans l'environnement, alors depuis le début de ce ministère, en 1971, il s'appelait le ministère de la protection de la nature et de l'environnement. En 2007, ce même ministère s'appelait le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. En 2020, de la transition écologique. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est un ministère qui change sans arrêt d'appellation. Mais aujourd'hui, il y a le mot biodiversité dedans. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bon, il faut que ce soit transcrit dans les faits, hein. Et alors, je vais vous donner la description de ce ministère. C'est le ministère de l'écologie en France, c'est l'administration chargée de préparer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines du développement durable, de l'environnement et des technologies vertes, de la transition énergétique et de l'énergie, du climat, de la prévention des risques naturels et technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures et de l'équipement. Tout un programme. Et donc, vous avez ici listé l'Office français de la biodiversité, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, le CESAB et le PNDB, qui sont plus axés sur les outils et la facilitation des recherches pour l'accumulation des données et le partage de ces données sur la biodiversité. Et enfin, vous avez deux structures internationales pour la gestion des données, le partage des données et la communication autour de la biodiversité, le GBIF, qu'on connaît très bien au Muséum, et l'IPBES, une plateforme intergouvernementale. Tous les pays du monde ne sont pas euh, signataires. Ils n'appartiennent pas à cette plateforme. Et c'est une plateforme qui permet de faire le lien entre politique et scientifique au niveau international. Donc, on pense qu'il y aura peut-être des mentions de ces offices et instituts lors de la session 2 de cet après-midi. L'IPBES, si vous voulez, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Tout le monde connaît le GIEC, mais l'IPBES est beaucoup moins connu. Mais le muséum, par ses missions de recherche, d'enseignement, de collection, d'expertise aussi, est un acteur majeur de la biodiversité en tant que centre national de référence pour la nature et la biodiversité. Il y a des laboratoires de recherche, c'est le cas de Florent, qui portent le nom de biodiversité dans le nom même du laboratoire. Beaucoup de gens travaillent sur la biodiversité. Le muséum chaperonne notamment l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel, biologique et géologique. Il a aussi en charge voilà, des références en termes de taxonomie, des référentiels taxonomiques, des référentiels aussi de type d'habitat. Voilà, et à travers notamment donc une unité de soutien et d'appui à la recherche qui s'appelle Patrinat, qui regroupe des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des naturalistes, des spécialistes des bases de données notamment. Il y a toute une gestion de ces données entre l'INPN et les différentes plateformes de collecte des données aux échelles régionales en France pour avoir voilà,
un regard un peu plus national sur cette question. Alors, et ces données génétiques, géographiques, euh, elles viennent de quelque part. Elles viennent des études sur le terrain, mais les études sur le terrain coûtent cher en temps, en argent, en temps travailleur. Mais il ne faut pas oublier que au muséum et dans d'autres instituts, il y a des collections avec des millions de spécimens qui sont des réservoirs de la biodiversité passée et actuelle. Et c'est ces collections qu'on doit étudier en priorité pour connaître l'existant et pour décrire des espèces nouvelles. Il y a des multitudes d'espèces nouvelles qui dorment dans les collections et qui attendent d'être décrites. Que ce soit dans les collections de lépidoptères, vous avez ici des papillons et leurs larves dans les collections du muséum. Tout à noter, bien sûr, ce ne sont pas une succession d'objets beaux à regarder, il y a des informations de récolte et scientifiques associées à chaque objet. Vas-y, Quentin. Vous avez ici une vue de l'herbier avec les collections historiques, les collections de Lamarck, des Jussieu, de Humboldt et Bonpland. Donc, dans ces spécimens récoltés il y a plusieurs siècles, il y a une majorité de types. Ce sont les représentants des espèces, ce sont les spécimens qui ont été cités dans les descriptions originales. Ce sont des trésors taxonomiques. Et vous avez ici la vue en couleur avec les spécimens récoltés plus récemment, qui sont dans des chemises de couleur selon les régions du monde dans lesquelles ils ont été récoltés. Et ces récoltes sont enrichies sans arrêt. Vous avez ici une vue à gauche d'une forêt au Vietnam, dans le centre du Vietnam, où j'ai été l'année dernière au même moment, pour récolter des plantes, pour décrire des habitats d'insectes récoltés par des collègues du muséum. Et vous avez ici une plante, une aracée, qui a depuis intégré les collections du muséum, qui a été séchée et qui a été annotée et qui va être étudiée dans le futur. Je ne sais pas exactement par qui ni quand, mais elle est là pour être étudiée. Et voilà une petite diversité des collections botaniques qui existent et dont je suis conservateur. Des collections d'herbiers, donc plantes séchées sur du papier. On en a tous fait, je pense, à l'école maternelle. Et les collections de paléobotanique, donc les plantes qui sont fossilisées. Donc je m'occupe des deux types de collections et ces deux collections sont en interaction et elles dialoguent sans arrêt. On les fait dialoguer pour comprendre comment la biodiversité a évolué. Alors, on est resté assez théorique et essayer de poser quelques questions jusqu'à présent. Et finalement, comment chercher à caractériser cette biodiversité? Parce qu'il y a quand même des questions derrière, il y a des enjeux de protection. Donc, évidemment, on peut la caractériser d'un point de vue qualitatif en termes de diversité d'espèces, replacer dans des contextes plus globaux, des caractérisations quantitatives, c'est-à-dire à l'échelle d'un taxon ou d'un groupe de taxons dans un environnement donné. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que pour comprendre la nature, pour comprendre cette biodiversité, on va mettre devant nos yeux des grilles. Alors, on va argumenter ces grilles. Et la façon ce qu'on souhaite regarder, c'est regarder à travers la grille pour comprendre ce qu'on voit. Mais sauf que quand on prend le temps d'observer la nature, eh ben déjà, on se rend compte qu'il existe une variabilité naturelle, une variabilité de la biodiversité, quelque chose qui est fascinant quand on prend le temps de l'observer. Alors, c'est vrai qu'on est dans un monde où tout va très, très vite. Et il me paraît important de prendre parfois le temps pour certaines choses si on veut chercher à comprendre en profondeur. Et donc, parfois, c'est aussi important de comprendre que les grilles qu'on regarde, elles sont fondées sur des arguments scientifiques, mais qui ne sont pas tout le temps adaptés pour comprendre cette variabilité, pour comprendre aussi que la biodiversité, c'est un équilibre dynamique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas figer la biodiversité. Le recul temporel, on va en parler un petit peu, nous montre une histoire biologique sur le long terme où tout a évolué, tout a bougé. Et ce, avant même que l'homme ait un impact important sur la biodiversité. Donc voilà, ça c'est un petit peu là-dessus. Euh, à travers donc l'IUCN, qui est une institution qui évalue le statut de vulnérabilité des espèces, il y a par exemple une grille qui existe, qui est fondée sur tout plein d'arguments.
pour dire qu'une espèce est éteinte régionalement, qu'elle est vulnérable. C'est tout plein de critères avec des groupes de spécialistes par taxon et par aire géographique qui vont produire, par exemple, une liste rouge de la flore de l'île de la Réunion, par exemple. Et ça va nous permettre de hiérarchiser les taxons les plus à protéger, les plus sensibles, sachant que tous ces groupes de recherche sont dépendants du niveau de connaissance qu'on a dans une zone donnée et des taxons. Et que vous le voyez, peut y avoir aussi pour certains taxons, les critères ne sont pas applicables, ou alors les données ne sont pas suffisantes pour pouvoir évaluer le statut. Et souvent, quand les données ne sont pas suffisantes, c'est que ce sont des taxons qui sont potentiellement en danger. Alors, une petite illustration de ça, vous avez ici une portion du livre rouge de la flore menacée de France, premier tome, espèces prioritaires. J'ai pris ça dans mon bureau hier très rapidement, il date de 95. Et vous avez une page par taxon avec une carte géographique et une description, le statut de conservation, les catégories dans lesquelles ce taxon se place en France, dans le monde, et les mesures qui sont mises en action pour protéger le taxon. Donc, ce travail vient de nos descriptions en amont et des études de terrain. Et il y a des milliers de pages, ça c'est pour les plantes, et vous dupliquez ça pour tous les taxons connus. Alors, la connaissance, l'évaluation du statut de protection de vulnérabilité des espèces est dépendante de notre connaissance, mais il faut aussi toujours garder en tête qu'en fonction des groupes taxonomiques, il ne va pas y avoir le même niveau de diversité. Donc, vous voyez par exemple que si on prend ici les insectes où on est à plus d'1 million d'espèces, on est sous la barre des 1% d'espèces qui ont été évaluées. Alors que ces barres sont plus importantes pour les amphibiens, les oiseaux, les mammifères. Alors que si on regarde les mollusques, donc on va dire les mollusques en termes d'espèces connues, on est estimé aujourd'hui entre 100 000, 120 000, et on est autour de moins de 10% de ces espèces qui sont évaluées. Et pour autant, voilà, les mollusques, alors continentaux et marins, représentent un groupe particulièrement sensible aux impacts anthropiques et à cette érosion de la biodiversité. Donc c'est ça aussi qui est important de garder en tête, c'est de ne pas négliger les oubliés des petites bêtes pour lesquelles on a moins de capital sympathique, mais qui ne sont pas inintéressants pour autant. Alors maintenant, moi, je vais revenir sur une approche que j'avais commencé à développer dans ma thèse, et finalement, en tant que paléenvironnementaliste, paléontologue, c'est d'utiliser le recul temporel que nous fournit le registre fossile pour aller puiser dedans des arguments supplémentaires pour évaluer le statut de protection des espèces. Donc, ce n'est pas une approche que j'ai inventée, c'est une approche en fait qui existe en Europe depuis les années 90 et qui a été théorisée par les Américains dans les années 2010 environ. C'est ce qu'on appelle la Conservation Paleobiology, qui finalement, en regardant dans le registre fossile, permet de donner plein d'informations. Je viens à la diapositive suivante. Et donc, c'est cet intérêt diachronique du registre fossile qui nous donne un recul critique formidable pour essayer de comprendre et de caractériser la variabilité de ces écosystèmes face à des grands changements climatiques qu'on connaît, notamment au cours du Quaternaire, on a un recul qui commence à être bien cadré dans le temps, mais aussi de voir comment des groupes ou des populations répondent et s'adaptent ou pas, sont résilients ou pas face à des grands changements avant même qu'il y ait eu l'impact de l'homme. Et comprendre les grandes évolutions biogéographiques sur les distributions d'air, c'est un caractère qui est évalué quand on statue sur le statut d'une espèce, et aussi essayer de dater telle espèce a été introduite à tel endroit, à telle date. Et finalement, l'idée, c'est utiliser les données fossiles pour sortir les taxons les plus vulnérables. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très peu fait en Europe, qu'on utilise très peu aussi, parce que parfois le registre fossile est fragmentaire, mais aussi parce que l'IUCN, quand elle va évaluer le statut de taxon d'une espèce, elle va regarder les 300 dernières années. Aussi parce que c'est là où on a des données. Je viens à la diapositive suivante. Pour autant, il y a un petit exemple donc d'un mollusque en Andalousie. Donc sur la carte, vous voyez en orange son aire de distribution actuelle. Dans les faits, c'est 4 populations qui sont connues. Mais quand on a regardé les données dans le registre paléontologique, eh bien, on se rend compte qu'il y a entre 400 000 ans et aujourd'hui, il y avait une distribution, on en a trouvé un peu plus au nord, une distribution qui était beaucoup plus large. Et donc, ça, dans le cadre de la liste rouge des mollusques espagnols, à cette époque, les Espagnols ont utilisé cet argument-là. Donc, c'est possible de le faire. Bon, ça a été utilisé un petit peu maladroitement parce qu'ils n'ont pas tenu compte des échelles temporelles, mais c'est possible de le prendre en compte.
Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi alors, donc, dans le cadre de ma thèse avec une petite espèce d'escargot qui avait le statut de données insuffisantes, DD, où les données que j'avais dans mes données fossiles au Maroc et en Espagne montraient d'un point de vue spatial, une distribution beaucoup plus large, mais j'avais également des populations, c'est-à-dire des très grosses densités de population. Cette espèce était commune dans le registre fossile, alors qu'aujourd'hui, elle est rare. Donc, c'est typiquement un argument qui permettrait de pallier l'insuffisance de ces données-là. Alors, on parle aussi beaucoup des espèces introduites. Alors, une espèce est introduite quand et par rapport à quoi? Finalement, parler d'espèces introduites, parfois on parle même d'espèces invasives, ce n'est pas la même chose. Une espèce introduite, elle est toujours introduite par rapport à un référentiel géographique, qui est souvent humain, on va dire, elle était introduite en France, et elle est introduite par rapport à un référentiel temporel. Bien, c'est exactement le cas de cette espèce. Donc ça, c'est une étude qu'on a publiée avec quelques collègues. Et donc, c'était la première fois qu'on a trouvé en France ce petit escargot aquatique d'eau douce, une petite planorbe dans la Bresse, sur le point rouge sur la carte. Et comme c'était la première mention en France, on s'est dit, ah, c'est une espèce qui est introduite. Elle est ailleurs en Europe. Là, vous avez en rose sur la carte son aire de distribution actuelle. Ah, elle a été amenée. Bon, on s'est posé cette question-là. Et on a passé en revue les données du registre fossile. Et ben en fait, il y a 800 000 ans et il y a 2 millions d'années, ben, on avait déjà des mentions de cette espèce-là. Mais sauf que ce petit planorbe, il n'en a pas grand-chose à faire de nos frontières, de la France et des frontières de l'Europe. Lui réfléchit en termes de tolérance écologique, en termes de grande aire de répartition. Donc finalement, cette espèce, elle est introduite en fonction du référentiel géographique et temporel qu'on va utiliser. C'est pour ça que finalement, avant de manier certains concepts qui sont très importants dans la protection de la biodiversité, il faut avoir ce petit recul critique là-dessus. Alors, un autre exemple on est en Île-de-France. Donc, moi, j'ai grandi à Montreuil, à côté du parc des Beaumont, qui est un espace Natura 2000, là, vous voyez sur la flèche, qui est une ancienne carrière de gypse à ciel ouvert, qui a été réhabilitée en partie et avec lesquelles il y a tout un suivi des faunes et des flores. Voilà une vue, donc on a un parc un petit peu qui est niché dans un tissu urbain qui est très fort de la Seine-Saint-Denis. Je veux bien la diapositive suivante. Et donc c'est une étude de cas qui me tient cher parce que ça a été un peu la première publication que j'ai faite moi quand j'étais en licence à l'époque, où j'ai étudié les escargots qui vivaient dans ce parc. Et quand on regarde, on a 45 espèces. Alors c'est super, on peut dire il y a plein d'espèces. Mais si je regarde les tolérances écologiques de toutes ces espèces, ce sont des espèces qui sont très tolérantes. Donc, qui peuvent s'adapter à différentes variables. Donc, finalement, si je veux évaluer le statut de protection, bah, c'est régionalement pas des espèces qui sont intéressantes pour les protéger. Pour autant, si on replace ces espèces dans un contexte de parc urbain, un petit peu de havre de paix, de biodiversité, eh ben, dans ce contexte-là, elles vont avoir une potentialité de protection. Il va y avoir des enjeux pour les protéger. Et par ailleurs, dans ce parc, on a 7 espèces d'amphibiens. Il y a des suivis naturalistes, des suivis naturalistes pour les oiseaux, pour les mammifères. Il y a énormément d'inventaires. Donc finalement, même si on est dans un tissu urbain qu'on pourrait qualifier de très dégradé, eh bien, on peut replacer cette faune et cette flore comme très intéressante et diversifiée pour la Seine-Saint-Denis. Donc une fois encore, là, on se place dans notre référentiel géographique urbain. Et c'est pas pour autant que cette biodiversité, elle n'est pas intéressante. Et par ailleurs, comme c'est un parc urbain, il y a énormément de gens qui sont attachés à ce parc. Et il y a tout un comité de scientifiques duquel je fais partie, et dès qu'on va changer quelque chose dans la gestion raisonnée du parc, on a des retours des utilisateurs du parc qui nous demandent pourquoi, et il y a tout un dialogue. Donc finalement, derrière cette biodiversité, il y a aussi une dimension affective de la part des gens qui sont attachés à cet espace naturel, et j'insiste sur les guillemets, au sein d'un tissu urbain. Puis moi, je voulais insister, petite séquence émotion. Quentin vient. Non, non, reste sur la diapo d'avant. Quentin vient de là. Il était passionné depuis qu'il était tout enfant par les organismes vivants, les escargots, les fossiles. Et à force de travailler, d'être passionné, il a été repéré, il a fait des stages, il est devenu enseignant-chercheur au muséum et maintenant il est dans le conseil d'administration du parc de chez lui. Il s'occupe de la biodiversité chez lui. Donc, je, il ne le dira pas lui-même, mais je le dis. L'armoise. L'armoise, voilà, moi c'est l'alcool. Alors j'étudie entre autres les armoises dans le monde et je vais vous parler
gros projet. Ça a commencé comme un tout petit projet, mais c'est devenu un gros projet international. C'est un exemple de documentation de la biodiversité en amont de sa protection. Tout a commencé il y a quelques années quand Yves Rocher, situé en Bretagne, qui a la collection nationale d'armoises, une collection très importante sur le plan mondial, m'a contacté pour faire un travail de systématique de description des armoises de France et d'Europe. Donc avec Cyprien, qui était ingénieur chez Yves Rocher, mais ingénieur botaniste, nous avons rédigé une monographie en français du genre Artemisia, parce que ça sert aussi de diffuser la science en français auprès du public, du grand public français. Donc dans cette monographie, nous avons traité de différents aspects de l'armoise, des aspects d'étymologie et d'histoire. Nous avons décrit, redécrit les caractères végétatifs, reproducteurs. Nous avons parlé de son écologie et de l'ethnobotanique, comment l'armoise est utilisée en chimie, en pharmacologie, et pas que pour l'alcool. Nous avons fait un point sur la taxonomie de l'armoise. Il y a des centaines d'espèces d'Artemisia. C'est un bazar assez impressionnant. Euh, Impressionnant parce que les caractères qui permettent de discriminer les espèces, ce sont en majorité les caractères reproducteurs, et les fleurs des armoises, ce sont des petits points dans les capitules qu'on voit. Donc ce qu'on voit, nous, ce sont des groupes de fleurs, et il faut aller à l'intérieur des fleurs individuelles pour voir les organes mâles, femelles. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Alors voilà aussi ce qui est dans la monographie. Donc les armoises dans leurs habitats naturels de par le monde, vous avez sur tous les continents, dans des milieux surtout arides ici. Et Cyprien, il a fait une étude exhaustive des graines de dizaines d'espèces d'armoises présentes en collection à la Gacilly, le jardin d'Yves Rocher en Bretagne. Donc ça a été fait au Muséum d'histoire naturelle, cette étude. Ouais, Quentin. Et alors cette monographie a été faite. Nous sommes entrés en contact avec des collaborateurs internationaux qui travaillaient déjà sur l'armoise, parce que à quelques personnes en France, on peut faire des belles choses, mais on est beaucoup plus fort à plusieurs, en combinant nos compétences. Donc nous nous sommes mis de mèche avec des scientifiques de Chine, d'Espagne, de Belgique, de Russie, du Japon, pour étudier l'armoise sur le plan mondial, et pour faire une phylogénie du genre en incluant une majorité d'espèces, avec un très bon taux d'échantillonnage. Tu peux avancer, Quentin. Donc, nous avons échantillonné des espèces sur le terrain. Tous les points que vous avez ici, ce sont des individus qui ont été soit récoltés sur le terrain, soit qui ont été récoltés et déposés en collection d'histoire naturelle, à partir desquels on a séquencé le génome ou de l'ADN nucléaire. Donc, vous avez des centaines d'individus qui représentent des espèces qui ont été séquencées pour établir une phylogénie, la phylogénie la plus complète au monde aujourd'hui. Ce que je vous montre là, ça va être publié. Donc c'est en révision dans un journal. Donc c'est un échantillonnage quasi complet. On est à 80-85% de taux d'échantillonnage. C'est pour ça qu'on est autant d'auteurs aussi. On est une trentaine d'auteurs, donc il a fallu combiner nos spécimens, notre argent pour séquencer, et nos compétences pour analyser les génomes, qui ont permis de produire cet arbre phylogénétique qui synthétise les relations entre espèces, respectivement les unes aux autres, et de se servir de cet arbre, diapo d'après, pour comprendre l'évolution de certains traits morphologique, anatomique de ces plantes. Donc vous avez une vision synthétique de l'arbre à gauche, et des carrés allumés ou éteints à droite pour certains traits, comme la hauteur de la plante, le type d'inflorescence, le type de feuille, et les connaissances qu'on a en morphologie, en anatomie,
en palynologie sont réinterprétés grâce au nouveau cadre phylogénétique que l'on a pu produire euh, en, en collaborant. Voilà. Donc, ça, c'est une des histoires que je peux vous raconter. Quentin vous a parlé des escargots. Au muséum, on a un peu chacun notre spécialité, notre étiquette qu'on porte sur notre front. Il y a Monsieur Girafe, Madame Chauve-souris, Madame Araignée. Mais quand on se met ensemble, ben, on peut raconter l'histoire évolutive d'écosystèmes ou de relations, d'interactions entre plantes champignons, entre plantes pollinisateurs. Les pollinisateurs peuvent être des insectes, des petits mammifères, euh, entre plantes et herbivores. Lui, il étudie les organismes qui mangent mes organismes. Donc, on a plein de sujets d'études potentiels. Il suffit de s'y mettre, quoi, et d'être imaginatif. Voilà. Alors, l'idée de cette présentation, c'était à la fois de réfléchir sur des aspects un petit peu théoriques autour de notions de la biodiversité, parce que pour préparer cette intervention avec Florian, on s'est pas mal questionné sur comment on allait parler de biodiversité, et puis d'avoir aussi ce regard croisé avec quelques exemples, quelques études de cas qu'on vous a présenté en deuxième partie de la présentation, pour montrer que bah, il y a plein de façons de s'intéresser à la biodiversité, il y a plein d'entrées pour essayer de comprendre la complexité des fonctionnements des environnements et de cette diversité, qui va dépendre aussi des échelles spatiales qu'on va utiliser, des échelles temporelles, des échelles taxonomiques, mais aussi ne pas oublier que on a tous un bagage scientifique, une vision des choses qui va dépendre de notre formation, de nos lectures, de rencontres avec d'autres scientifiques qu'on va faire. Et tout ça, ça a aussi un poids sur la façon dont on va regarder le monde et dans la façon dont on va regarder dans telle ou telle grille pour essayer de comprendre ce qui nous entoure. Donc c'est aussi important, je l'ai déjà dit, de prendre le temps. Et c'est aussi ce temps d'écoute finalement, de s'écouter les différentes approches, mais aussi de prendre le temps d'écouter la nature et de prendre le temps d'observer. Parce que ça, c'est pour moi, je pense, fondamental. Et ce sont des valeurs qui sont à l'essence des sciences naturelles, à mon sens. Donc pour finir cette présentation, on va faire une courte lecture. Une Euh, courte lecture. Et nous avons tous les deux le même livre. Nous avons des scènes lecture. voilà, Jean Rostand, 1963. le droit d'être naturaliste. Le naturaliste, ne l'oublions pas, n'est pas ou n'est pas forcément un homme de science pareil aux autres. C'est parfois un hybride assez singulier qui, tenant un peu de l'artiste, est venu à la science par l'amour de la nature. Certes, il partage avec les autres hommes de science la curiosité, le désir de comprendre. Comme eux, il poursuit cette joie de connaître. Mais chez lui, on trouve une certaine attitude affective, une certaine forme de sensibilité. La nature, à ses yeux, n'est pas un simple champ d'étude, une collection d'objets dont il s'agit de démontrer le mécanisme. Elle lui est une source d'émotion assez difficile à définir, à expliciter, et ce, même pour lui. Nous vous remercions de votre attention. Prendre place avec vous pour donner la parole à la salle. Donc, vous nous avez vraiment passionnés avec votre exposé si joliment illustré. Vous nous avez bien convaincus que vous étiez des scientifiques un peu particuliers, toutes des vrais scientifiques, mais que vous aviez une passion pour ce que vous faites, que vous nous avez tout à fait transmise dans votre exposé. Et donc, on va maintenant donner la parole à la salle. Je pense que beaucoup ont de questions à vous poser. Moi, je vais peut-être poser la première, puisque j'ai le privilège de donner la parole. Je suis quand même surprise de ne pas vous avoir entendu prononcer le mot anthropocène. Le mot, parce que on a fait quand même beaucoup de colloques à l'Union rationaliste sur les questions
de climat, d'énergie, bien sûr, mais de climat beaucoup. Et dans les climatologues, on en a dans la salle, parlent toujours de l'Anthropocène et du fait que ben, l'homme est quand même en train depuis quelque temps, de détruire, de contribuer à la destruction du climat. Et vous avez parlé des stades d'extinction depuis très longtemps, mais si j'ai bien compris, dans le bout de votre graphique, il y a quand même des extinctions qui sont liées aux humains. Donc, est-ce que vous pourriez commenter sur cette question? Alors, merci pour cette question. Je pense que nombre d'entre vous ont lu sur ces questions d'Anthropocène. Il y a eu énormément d'encre qui a coulé. Déjà parce qu'il y a eu une réception du terme Anthropocène comme ère géologique de la part des communautés géologiques qui a été totalement refusée parce qu'on ne pouvait pas, sur la base des définitions des subdivisions des aires géologiques, utiliser les arguments pour définir l'Anthropocène comme une ère géologique. Donc il y a eu une première phase de débat sur ce côté ère géologique. Par ailleurs, il y a aussi des gens qui ont commencé à écrire que l'Anthropocène n'était pas une ère géologique, mais un grand événement, et de réfléchir en termes événementiels. Ça, c'est toujours des géologues, des quaternaristes qui ont écrit ça. C'est vrai qu'on ne l'a pas présenté dans la présentation. Euh, Moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec l'emploi de ce terme, donc qui a été publié dans les années 2000, en 2002 dans la revue Nature par Paul Crutzen et un autre chimiste dont j'ai oublié le nom, parce que c'est un terme qui a été extrêmement repris par les médias. Et on entendait tout le monde dire parfois tout et n'importe quoi. C'était un petit peu la boîte où on mettait beaucoup, beaucoup de choses. Et or, on se rend bien compte qu'il y a un débat terminologique au sein même de la communauté scientifique sur comment définir l'Anthropocène, comme un événement, comme quelque chose qui est manifeste, qu'on ne peut pas nier, mais on ne peut pas le faire rentrer dans la division de l'histoire géologique. Donc c'est pour ça que moi, je trouve la question sur l'Anthropocène est glissante. Et j'insiste sur le fait que je ne remets pas en cause l'impact de l'homme et la généralisation des impacts des sociétés humaines sur la biodiversité, sur le fonctionnement du climat. Mais je pense qu'il faut être prudent parce que je pense qu'on n'a pas encore un recul nécessaire pour trouver un consensus scientifique sur la façon de définir l'Anthropocène. Donc, j'ai sciemment choisi de ne pas l'aborder. Mais il faut savoir que si vous discutez avec des géologues ou des paléontologues, ça va être, ça va être des communautés qui ont beaucoup de mal avec ce terme. Quand on discute avec des sociologues, des philosophes, c'est une notion qui est définie, qui est admise. Quand on discute avec des climatologues, c'est aussi une notion qui est employée. Donc, une fois encore, je pense, c'est important de définir les mots parce qu'il y a un poids derrière sur la façon dont ils vont être utilisés dans la société. Et enfin, on pourrait faire un congrès entier, il y en a eu déjà un certain nombre. Vous pouvez lire le livre de Michel Magny sur l'Anthropocène, qui, je trouve, fait un très bon état des lieux sur les différents impacts climatiques ou pas, et donne une vision aussi un petit peu humaniste à la fin pour montrer que on essaye de comprendre le monde, mais on a aussi besoin d'un recul. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question parce que c'est une question un peu piège, hein. Donc, voilà. C'est moi-même, parce que je pense que peut-être d'autres se la posent dans la situation, mais je pense que c'est une réponse tout à fait valable. Oui, tu veux Comme j'ai le micro, je vais m'en servir. C'était pour rebondir sur cette histoire de définition. Vous avez dit, dans une des diapos du début, vous avez présenté les extinctions, les 5 extinctions de masse. Et vous avez dit, pour les définir, il faut les qualifier de rapides. Mais et qu'est-ce que ça voulait dire, hein? Parce que c'était des graphiques en centaines de millions d'années, enfin en dizaines de millions d'années. Qu'est-ce que ça veut dire une extinction rapide pour vous? Alors là, c'est une question un petit peu difficile parce qu'on ne va pas avoir la même résolution chronologique en fonction des périodes. Si on regarde les extinctions pendant l'ère primaire, ça ne va pas être les mêmes temporalités. Donc, en fait, la rapidité, elle va être calculée par rapport au registre fossile, au taux de sédimentation.
et à ce qu'on connaît de ce côté-là. Donc, euh, c'est des critères qui sont utilisés. Moi, j'avoue que je connais pas assez bien les principales, les quatre, ces quatre crises, les quatre premières crises pour définir En la fait, rapidité. bon, il y avait une deuxième question qui était cachée dans celle-là, c'est que, euh, en fait, moi, j'ai quand même l'impression, quand on regarde ça, c'est que ce qu'on vit à l'heure actuelle, si on l'appelle le sixième extinction, ça va être beaucoup plus rapide que ce qu'on voit là, quoi. Oui, 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 absolument. On est sur une échelle qui est. C'est pas du tout la même échelle, en fait. Non. Du coup, est-ce que on appelle ça la sixième extinction ou pas? Parce que la façon dont, en fait, si on pousse le raisonnement et que j'ai eu cette discussion la semaine dernière en préparant cette conférence avec des collègues paléontologues qui ont sur les critères utilisés pour définir ces aires-là, ces crises-là, ne permettraient pas de démontrer que la crise actuelle, sur la base des mêmes critères, est une grande crise d'extinction. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'on vit une extinction d'un très grand nombre de taxons aujourd'hui. C'est un fait scientifique. Donc c'est pour ça, une fois encore, attention comment on emploie les mots et la portée qu'ils peuvent avoir quand ils sont réceptionnés. Merci Ok. beaucoup. Oui, attendez, je vais passer la parole à la salle, mais ça serait bien si quand vous posez une question, vous vous présentiez. Oui, tout à fait. Bonsoir, Ahmad. Je voulais intervenir relativement au problème évoqué de l'Anthropocène. Il s'agit d'un néologisme, il y a beaucoup de débats. La crise enfin, disons, l'effondrement de la biodiversité actuelle en fait partie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un très grand précurseur au concept d'Anthropocène, c'est Vernadsky, qui en 1925 a publié un ouvrage, d'abord en russe puis en français, La biosphère. Vernadsky était un chimiste et dans son ouvrage, il insistait sur le fait que il n'a pas utilisé le terme d'air, il insistait sur le fait qu'à l'heure actuelle, dans le monde actuel, l'impact de l'espèce humaine sur l'ensemble de l'environnement planétaire était tel que l'homme maintenant a présenté des modifications des flux et des quantités de matière pour chaque type de cycle géochimique que dans certains cas, l'action humaine dépassait par en conséquence l'ampleur des flux et des quantités mises en jeu naturelles. Donc, au-delà des affaires purement biologiques, il y a un concept qui est encore plus important parce que quand on pense à l'échelle planétaire, que l'espèce humaine maintenant modifie les cycles biogéochimiques au point qu'on joue à la roulette russe avec les cycles biogéochimiques, exemple, la crise climatique, qui était annoncée depuis très longtemps. C'était la fin du 19e siècle. Merci. Merci François, je signale que François Ramad nous parlera dans la session 3 cet après-midi donc de la préservation de la biodiversité, une ardente obligation de l'humanité. Et je voulais juste rebondir là-dessus, c'est que il y a aussi un géologue dans les années 45, en fait, qui a déjà aussi théorisé ça sur les questions des cycles sédimentaires. Et dans un rapport de 1962, il parle d'anthropogène. Donc, il y a déjà des réflexions voilà, qui sont présentes avant. Au-delà des discussions sémantiques, j'aimerais vous entendre parler sur le fait que des extinctions, il y en a déjà eu. À chaque fois, quand on regarde sur ce diagramme, il y a un rebond. Le nombre d'espèces réaugmente. Ce n'est pas, simplement pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tout simplement, indépendamment de notre présence à nous, finalement, la planète se débrouille très très bien sans nous? Mais est-ce que la question véritable que je vous pose, c'est est-ce que le changement d'échelle de temps, de masse, etc., permet de dire qu'en fait, on est dans une situation nouvelle, radicalement nouvelle ou pas? Parce que c'est vraiment ça, parce que sinon, finalement, c'est business as usual, quoi. Donc, sur une échelle de quelques centaines de millions d'années. Donc, pouvez-vous nous en parler un peu plus?
on a un consensus sur le fait que la vitesse d'extinction aujourd'hui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut voir dans le passé. Donc, c'est Une période de rebond sera aussi, elle aussi très rapide. Dit autrement, quand on arrête de l'ennuyer, est-ce que la nature ne rebondit pas très vite? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je peux dire que est-ce que c'est une raison pour continuer de faire Déjà tout. est-ce qu'on est déjà? Ah, bah, moi j'ai pensé ce matin à cette question et je me suis dit que pendant le confinement, en s'arrêtant quelques mois, on a tout de suite vu un impact positif et on s'est dit on va prendre les leçons de ça, on va tous changer. Mais bon, dès que on est revenu à la vie, hop, on s'occupe que de nous et il y aurait probablement un rebond si on s'arrêtait et que tout le monde fonctionnait de la même manière, de manière homogène, mais enfin, c'est assez illusoire quand même. Ce genre-là, où depuis 6 ans, la dame qui a racheté cette ferme de 6 hectares a arraché la vigne et laisse a créé des nouveaux espaces. Et la biodiversité s'est réexplosée avec des espèces qu'on n'avait jamais que l'on avait vues depuis des dizaines d'années, etc. Et vous travaillez avec des gens comme ça, avec des initiatives, des gens qui mènent des initiatives de ce genre. Moi, je peux donner un exemple sur la gestion du parc des Beaumont, où en fait, il y a tout un plan de fauche, parce qu'il y a certains espaces ouverts qui doivent être gardés, espaces ouverts pour favoriser une certaine flore. Et on a mis au point, avec donc le Est Ensemble, qui s'occupe du parc, un plan de fauche différentiel, et avec aussi, il y a une espèce de fauche, si vous voulez, en laissant des îlots à certains endroits, même si on conserve les espaces naturels, pour essayer des petits refuges. Et aussi, mais toute la difficulté, là, ça a été un cas très très concret, c'est que faucher à une certaine période, ça va être très bien pour les lépidoptères, ça va être moins bien pour les orchidées. Et là, du coup, on doit parfois arbitrer, trouver des compromis entre les différents groupes. Mais ça, c'est des plans raisonnés qui sont adaptés dans beaucoup de gestion d'espaces naturels. Oui, alors là, enfin, là, vous avez le micro, allez-y. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question peut-être un petit peu plus technique sur comment on en vient à ces fameuses estimations du nombre d'espèces que l'on ne connaît pas. J'imagine, à partir de modélisation statistique, mais du coup, si c'est le cas, c'est quoi les paramètres qu'on prend en compte en fait pour arriver à ce genre d'estimation? Présentez-vous quand vous Ah oui, pardon. Moi, je m'appelle Ilya Hartmann. Je travaille, moi aussi, au Muséum d'histoire naturelle, dans l'unité Patrinat qui a été présentée juste avant sur l'aspect expertise, données, tout, etc. Voilà. Donc, pas côté recherche, mais côté expertise, du coup. Alors, je ne sais pas exactement comment ces estimations sont produites, mais elles sont fournies par groupe taxonomique et je pense que les experts dans chacun de leurs groupes, euh, grâce au rythme de description et à leur connaissance de la biodiversité encore à décrire présente en collection et le rythme de description et de découverte d'espèces potentiellement nouvelles indique sur ce qui reste à décrire. Il n'y a pas de ralentissement qui est noté et au contraire, à chaque nouvelle mission, on découvre des nouvelles choses et peut-être de plus en plus. Donc ça, dans chaque groupe, et vous plaquez là-dessus des modèles mathématiques probabilistes, je pense qu'on arrive à des estimations. Ça, on a pris ça de la bibliographie et les chiffres sont très différents selon les méthodes, les publications. Donc là, on vous a mis un petit peu peut-être pas deux extrêmes, mais deux visions différentes. Une vision où on voit encore
qu'on a, ce qu'on décrit et une vision où ce qu'on connaît est quasiment microscopique par rapport à ce qui reste à décrire, si on a une vision très large du vivant. Et moi, je trouve formidable que vous puissiez quantifier ce que vous ne savez pas. Mais j'arrive. Bon, on va passer la parole. Il y a d'autres. David, quel a le micro? David, Et puis oui. moi, juste, je rebonds sur ce point-là. Dans les espèces qu'on connaît tout de même un peu mieux, à savoir les mammifères, est-ce que la vitesse d'extinction est différente de celle d'autres espèces ou pas? Parce qu'on a l'impression que la vitesse d'extinction chez les mammifères, apparemment, c'est peut-être juste simplement parce qu'on sait ce qui disparaît. Il y a moins d'espèces déjà. Oui, il y a 6000. Comme, Oui. donc c'est sûr qu'on peut le quantifier plus facilement et que je pense que nous, sur les vitesses d'extinction d'autres groupes, bah, on a cette limite de la non-connaissance qui fait que je pense que c'est aussi plus difficile de caractériser cette vitesse chez d'autres groupes. Et puis là, on est face à un groupe très connu que tout le monde, qui évoque quelque chose à tout le monde. Donc, c'est très facile d'en parler, c'est très facile de le protéger. Euh, c'est beaucoup plus facile de protéger le panda que de protéger une blatte horrible qui nous fait peur. Alors que les services écosystémiques des insectes ou des vers de terre sont très importants aussi. Merci. David. David Kella, donc économiste à l'Université d'Angers. J'avais deux questions. Est-ce que vous pouvez revenir sur la diapositive des extinctions? Parce que j'ai été très surpris de constater que finalement, en fait, la biodiversité a beaucoup augmenté. Alors, j'ai compris qu'il s'agit des familles marines, hein, donc ce n'est pas l'ensemble de la biodiversité. Mais je suis quand même assez étonné de voir cette courbe qui croît sans discontinuer depuis 200 millions d'années. Alors que finalement, dans le Carbonifère, finalement, on avait 2 fois moins de biodiversité qu'aujourd'hui, hein, si j'en crois les échelles. Donc, voilà, donc ça m'a étonné. Est-ce que c'est lié à la diversité climatique? Parce que peut-être qu'il y a plus de diversité de climat aujourd'hui qu'à l'époque. Ça, c'était ma première question. Puis, une remarque aussi, quand on parle de brutalité des extinctions, je pense que la météorite du Yucatan, elle a dû être très, très brutale au niveau des extinctions, peut-être plus que ce que nous on fait, hein. Donc, dire qu'on ne peut pas comparer, la météorite, ça a dû quand même être très, très violent, quoi. Et puis, ma question, c'est que vous n'avez pas vraiment développé, de mon sens, puisque ça va être la question qui va nous concerner toute la journée, des causes de l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui. J'en vois 4. Alors, vous allez peut-être me dire lesquelles sont les plus importantes, mais évidemment, les déchets, la pollution, les pesticides qui causent une baisse de la biodiversité. Il y a le climat, le réchauffement climatique, qui peut aussi être cause, je pense, de disparition de la biodiversité. J'ai dit 4, mais en fait, j'en ai 3. La troisième, c'est la disparition des environnements naturels. Et de votre point de vue, quelle serait, et du coup, sur quoi faudrait faire porter l'effort, quelle serait la menace la plus importante? Intuitivement, j'ai envie de dire que c'est sans doute la disparition des espaces naturels, mais peut-être que vous allez me détromper. Tu es bien préparé pour le débat final du colloque, hein. Restez Je pose la question exprès, parce que je dois prendre des notes encore. Alors, pour la première question, il y a le fait qu'on connaît moins bien le registre fossile des périodes plus anciennes. Donc déjà, il y a un premier biais de connaissance qui doit être pris en compte quand on regarde cette courbe qui est aussi au nombre de familles, donc uniquement du monde marin, puisqu'on a beaucoup plus de taxons dans le monde marin qui vont être conservés après dans le registre fossile. Et donc ça, c'est une courbe des années... alors ça, c'est une courbe qui a été faite dans les années 70, donc qui déjà commence à dater aussi un petit peu. Celle-ci, en fait. C'est une courbe que tout le monde reprend, tout le monde utilise. Ça, c'est dans un ouvrage grand public assez synthétique. Donc, il y a eu aussi depuis cette courbe qui était parlante, qui a permis de mettre en avant en fait les 5 grandes extinctions. C'est ces travaux-là que ça provient. Bon, on a eu beaucoup de connaissances depuis, mais néanmoins, ça reste la courbe voilà, qu'on utilise. Cette courbe n'a pas de barre d'erreur, et donc on est un peu perdu sur ce qu'on peut en tirer. C'est une. Comme toute autre courbe, il y a barre d'erreur. Je connais pas assez le enfin
Il y a eu des phases d'explosion de la biodiversité, mais moi, je ne connais pas assez ces périodes-là pour vous répondre en détail. On va essayer de prendre 3 questions rapides encore parce qu'il y en a plusieurs dans la salle. Et pour les causes, moi je ne répondrai pas à ça parce que ça dépend du groupe taxonomique, qu'on soit au fond des océans ou dans des prairies. La cause la plus impactante sera différente. Si vous vous intéressez à un groupe qui est endémique d'un habitat et s'il y a une entreprise qui vient faire une exploitation minière de l'habitat et détruit tout, c'est sûr que l'endémique va disparaître. Donc c'est taxon dépendant, c'est dépendant des exigences écologiques de taxon. Et je suis sûr qu'il y a des études qui sont faites sur les invertébrés, sur les insectes et l'impact des pratiques agricoles sur les insectes. Mais je ne pourrais pas vous dire la solution miracle de c'est ça la cause la plus importante et donc c'est sur ça qu'on va travailler. Oui. Non, mais attends, là, le monsieur qui a demandé depuis très longtemps, là, juste au troisième rang, là. Allez-y, monsieur. Comment ça? Vous parlez en micro. Et dites qui vous êtes. Vous pouvez pas. Il faut le micro. Il faut le micro pour les gens, pas pour les gens de la salle. On est d'accord. Je vis. D'accord. Alors moi, c'est pas des questions, mais moi j'attire votre attention. C'est-à-dire que moi, je vis. Vous êtes qui? Fred Brûlé, j'habite Pléchâtel, entre Rennes et Nantes. Je suis un campagnard de base. Je ne suis pas un citadin. J'ai été dans des villes, mais je suis chez moi. J'habite là où je suis né. J'ai vu l'évolution. J'ai vu le remembrement des terres dans les années 70. Et donc la disparition des arbres, des pommiers, des haies. Voilà. Et il y a quelques années, j'ai planté, quand je dis j'ai, c'est une bande de copines et copains, on a planté 220 feuillus. Et dans ce cadre-là, il y avait 7 types de feuillus, je n'ai plus en tête, mais il y avait des chênes Cécile, il y avait des châtaigniers, la question, des noisetiers, etc., etc. Et là, j'ai vu arriver, on a vu arriver d'abord les cerfs et les biches. On a mis du grillage. Après, les gens qui travaillent, qui font les 3-8, les sangliers, les vers de terre, 8 heures chaque nuit, ils arrivent. J'ai mis du barbelé à la base et ça a dissuadé. Il n'empêche, sur le terrain qui fait quelques hectares où il y a des étangs, etc., eh bien, on a la visite des sangliers. Il y a quelques semaines, on en a tué une quinzaine. Société de chasse, etc. Donc, il y a il y a une arrivée des sangliers. Il y a aussi une arrivée du végétal dans les prairies qui ne sont plus exploitées. Je connais des terres agricoles qui ne sont pas exploitées pour différentes raisons. La prairie est transformée, devenue un bosquet, etc., etc. Je m'arrête. Voilà. Un commentaire? Un petit commentaire, il y a des recherches très actives à l'INRAE sur l'effet positif des haies dans les paysages. Et voilà, les haies sont importantes. Ce sont des corridors de circulation d'insectes entre différents patchs de végétaux. Voilà. Oui. Monsieur, alors, bonjour à tous, Monsieur Chaou, je suis fonctionnaire aujourd'hui, je suis ancien chimiste, donc voilà, je regarde le monde, on va dire, curieusement, et encore une fois, bravo pour cette conférence très intéressante et cet exposé brillant. Alors moi, j'ai 2 questions d'œil curieux. La première question, c'est traditionnellement, enfin, en tout cas de ce que je connais, on décrit les espèces en les regardant, puis en voyant ensuite scientifiquement à quoi on peut les rattacher ou quels sont les traits finalement qui les rapprochent. Est-ce que vous me confirmez que le chemin inverse se fait aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une prévisibilité de ce à quoi ressemble une espèce à partir de traits que vous mettez en commun ou qui sont allumés ou éteints? Justement, je voyais les travaux à venir, à publier de l'équipe de Florian Jabour. Et deuxième question,
Euh, Côté chose pour faciliter finalement le travail des équipes de recherche, il y a l'intelligence artificielle qui existe depuis le milieu des années 50 à peu près. Il y a eu des âges d'or dans les années 60, 80. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos équipes respectives, cette intelligence artificielle vous aide ou peut vous aider à continuer à caractériser justement cette biodiversité qui est l'objet de votre exposé? Voilà, merci beaucoup. L'intelligence artificielle, oui, nous avons pris le train en route, on s'y est mis, même si pour moi, par exemple, c'est plus dur que pour mes doctorants qui ont 25 ans et qui baignent dedans, et moi, il me faut du temps pour que ça monte au cerveau. Mais très pratiquement, ça nous aide quand on a des centaines de milliers de spécimens d'un groupe donné à analyser. L'œil de l'expert n'est plus très compétitif. Par contre, on peut comparer les formes des feuilles, leur taille, sur des centaines de milliers, des millions de spécimens de différentes collections internationales et de sortir les spécimens qui sont différents, qui sortent du commun. Donc oui, ça nous aide pour repérer des candidats à taxon nouveau. Et puis, Il y a l'intelligence artificielle, elle va être aussi utilisée pour de la reconnaissance automatisée parfois. Donc, c'est développé sur certains micro-organismes. Il y a des programmes pour les pollens, par exemple, pour les pollens actuels ou fossiles, pour les algues, les diatomées, ça, je sais que ça existe aussi. Nous, par exemple, au laboratoire de paléontologie, quand on travaille sur des micro-organismes, on a besoin de trier énormément de sédiments pour les récupérer et puis pour faire des analyses identifiées. Et on va acquérir donc une machine qui a été développée par le CEREG, un laboratoire de géosciences à Aix, qui va trier automatiquement le sédiment. Donc pour essayer de gagner du temps sur l'acquisition des données. Donc, et on est aussi pas mal en questionnement sur comment utiliser correctement l'intelligence artificielle en taxonomie pour ne pas perdre aussi nos compétences en taxonomie. Parce que c'est pas tout d'utiliser l'intelligence artificielle maintenant, c'est de réfléchir sur 2 générations. C'est-à-dire que si après on ne forme plus de taxonomistes, si on ne forme plus de gens qui sont capables de reconnaître morphologiquement des taxons, eh bien dans 2 générations, dans quelle situation sera la taxonomie? Et c'est ça qu'il faut essayer de garder en tête. Oui, et puis faites attention aux fausses publications scientifiques qui vont être générées par l'intelligence artificielle. Il y en a déjà légion. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais enfin, bref. C'est bon? Ok. Enfin, c'était passionnant avant. Non, j'ai une petite question je suis Patrick Giraudot, je suis professeur d'écologie à l'université Marie-et-Louis Pasteur, ex-Université de Franche-Comté. Alors, oui, j'avais une question à vous poser sur comment dire, le bilan que vous faites de la biodiversité en tant que description d'espèces ou description de taxons, peu importe le niveau, et, à mettre en écho aux réflexions qu'on a eues avant. Mais oui, mais pour protéger une espèce, comment on va faire? Vous nous citez le fait d'avoir à faucher à certaines périodes ou pas à d'autres. Et finalement, pour que la biodiversité puisse se développer, il faut certainement avoir une diversité de processus. Et la biodiversité, c'est le résultat, mais les processus, c'est quelque part le moteur. Et est-ce que vous avez une réflexion au muséum ou ailleurs d'ailleurs sur comment protéger des processus, ou en tout cas comment favoriser des processus qui à un moment donné maximisent la biodiversité? Et donc on n'est plus dans l'inventaire, mais dans la projection sur le futur, là. Ça, c'est un petit peu compliqué. On peut protéger des habitats. Il y a tout ce qui va être arrêté de protection d'habitat, où ça va être une fois encore un peu la conséquence de certains processus. Mais d'un point de vue réglementaire, moi, enfin, je pense aux zones humides, à la protection des zones humides, où on va essayer de considérer à l'échelle du bassin versant une zone humide pour voir, c'est pas uniquement le périmètre de la zone humide qui est à prendre en compte dans la protection, mais aussi les différents flux, les apports, les apports d'eau. Donc ça, c'est des choses qui régionalement peuvent être prises en compte, mais je pense que ça dépend aussi des régions en France, parce qu'il n'y a pas il y a parfois pas les mêmes directives dans toutes les DRIAT sur ces questions-là.
puisqu'il n'y a pas de, moi, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'aspects réglementaires sur les processus. Et au muséum, il y a un laboratoire qui s'occupe d'écologie et de sciences de de la conservation. C'est le CESCO. Donc, eux, ils s'occupent plutôt d'écologie, des processus, des interactions, des liens. Et nous, on s'occupe plutôt de décrire les objets qui sont les acteurs dans ces jeux de rôle, quoi. Bon, ben merci. Avant de clore la session, je voudrais vous en poser une dernière qui n'est pas directement liée à ce que vous avez dit, mais qui intéresse l'Union rationaliste dans l'expansion de ses relations avec d'autres groupes et aussi avec les enseignants. Vous avez parlé des amateurs et vous avez dit les amateurs jouent un rôle très important et donc l'Union rationaliste très intéressée par tout ce qui est les sciences participatives. Et dans nos relations avec les enseignants, on fait souvent allusion à ça. Et vous, je me souviens, il y a assez longtemps, vous étiez peut-être pas au muséum, mais vous étiez quand même sûrement né. Le muséum avait fait une grande action vis-à-vis du public à la télévision. 50 millions de Français, 50 millions de chercheurs. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Et donc bon, ceux qui sont à un certain âge, comme moi, et puis au comité d'éthique du CNRS, on avait beaucoup remarqué ça. Donc moi, vous avez dit quand même, pas publié, pas reconnu. Alors, les travaux des amateurs, comment est-ce que vous les incorporez? Comment vous en tenez compte? Est-ce qu'ils peuvent vous aider ou c'est juste pour s'amuser? Ou c'est formé, parce que les deux. Alors, il y a énormément d'amateurs qui produisent des travaux de publication qui respectent les exigences des chercheurs. C'est pour ça que pour moi, le terme amateur, normalement, un amateur, c'est quelqu'un qui aime quelque chose, et là, l'amateur, c'est quelqu'un qui n'est pas professionnel. Et finalement, il y a beaucoup d'amateurs qui publient des descriptions d'espèces, des descriptions d'habitats, etc., qui sont valides. Il y a énormément de programmes de sciences participatives au muséum. Il y a par exemple, donc on a parlé tout à l'heure de la GBIF, qui centralise à l'échelle internationale les données. Et par exemple, il y a une application qui s'appelle eNaturalist, où les gens prennent en photo, c'est international, prennent en photo tous les organismes. Et après, d'autres personnes peuvent venir valider ou pas l'identification. Et ces données-là, elles sont après moissonnées par la GBIF. Le muséum a développé également sa propre application où les identifications sont validées par des taxonomistes du muséum. Et après, ces données-là sont rebalancées dans la base de données INPN. Et après, les amateurs, nous, on travaille avec des amateurs, on les forme, on co-signe des travaux avec eux. Au muséum, on a énormément de bénévoles, de gens qui viennent travailler bénévolement dans les collections, mais également aussi d'amateurs qui sont attachés honoraires à nos laboratoires pour avoir un attachement institutionnel et continuer de publier. Donc, pour moi, ils font partie de la production scientifique et il y a énormément de données qui sont produites par des amateurs. Merci beaucoup.